Alors, une situation, moi, qui me tient à cœur, que pensiez-vous de la situation des réfugiés? Un drame. C'est un Oui. drame, oui. Un drame que nous traversons là, comme les images à la télé sont parfois insoutenables. Je le disais, et notamment avant que l'émission en direct ne puisse commencer, on ne s'habitue pas, et c'est une chance, aux images que nous pouvons observer ça et là sur les différentes chaînes d'information. Évidemment, que dire sinon que le drame que l'Europe traverse, que les Ukrainiens traversent. J'ai eu, et pour ma part, et l'occasion, dans le cadre de mes fonctions de député, de m'entretenir avec bon nombre de mes collègues sur la situation, de me rapprocher des commissaires faisant partie de cette commission permanente des affaires étrangères, pour avoir un peu plus d'explications, et notamment sur la défense aussi, en lien avec les différents sujets sur l'armement que les Européens, de manière unie d'ailleurs, ont décidé d'apporter à l'Ukraine. Je m'inscris parfaitement dans les décisions qui sont prises, autant par le gouvernement, que je soutiens évidemment, mais aussi à travers les décisions européennes. Je pense que nous ne pouvons pas laisser ce peuple sans les aider, sans leur apporter évidemment une aide, tant au niveau de l'armement. Moi, je l'affiche clairement. J'ai pu voir que 65% des Français, ce matin, j'ai pu voir que 65% des Français acceptaient l'idée que les Européens puissent armer les Ukrainiens. Je pense qu'il ne faut pas les laisser démunis. On voit d'ailleurs qu'ils ne sont pas démunis, parce qu'ils arrivent à se défendre, et peut-être bien mieux que, j'allais dire, le président Poutine. J'ai bien du mal à pouvoir le citer de la sorte, en tout cas à ce que Poutine puisse être surpris de la manière dont les Ukrainiens se défendent. Alors évidemment, vous me posiez cette question, et à savoir les conséquences. Elles sont nombreuses, tant au niveau humanitaire, on voit ce désastre humanitaire, on pourrait évidemment faire bon nombre de commentaires, et notamment sur le bombardement de cette maternité, sur cette fausse information qui est véhiculée, notamment par les Russes. Les conséquences sont nombreuses, je vous le disais, elles sont humanitaires. Vous m'évoquez les réfugiés. Alors, ça et là, on peut entendre évidemment des commentaires complètement différents. Nous sommes certes, et vous le savez, en pleine campagne électorale, mais on voit bien que les commentaires sont différents en fonction du bord politique auquel vous appartenez. Je crois, et je suis même certain, que la France, que l'Europe doit apporter tout son soutien au peuple ukrainien. J'ai pu entendre le ministre de l'Intérieur hier, qui s'est rendu aux frontières ukrainiennes, donc resté du côté polonais, affirmer que la France soutiendra les Ukrainiens, tant pour les accueillir, de leur proposer des solutions de logement, de leur proposer des solutions au niveau du travail. J'ai pour ma part été sollicité, et mon équipe largement été sollicitée depuis 3 semaines, concernant l'arrivée de familles ukrainiennes sur le secteur, également une formidable participation des citoyens locaux, des personnes du PO, des entrepreneurs qui, à travers leurs messages, leurs SMS ou sur d'autres réseaux sociaux, m'interpellent directement pour me demander quelles sont les démarches à remplir pour recevoir des personnes chez eux, ou d'autres, et j'évoquais les entrepreneurs, pour leur proposer du travail. Alors évidemment, on s'attelle, les services préfectoraux sont surchargés, on s'attelle évidemment à répondre à bon nombre de questions des particuliers ou des entreprises. J'avoue, et sans détour, et notamment la semaine dernière, que les services préfectoraux étaient débordés et n'avaient pas non plus de consignes bien fermes de la part du gouvernement pour savoir ce qu'il en est. Ça avance et largement. J'ai eu, et je pense que vous le savez, l'occasion de participer également à quelques collectifs locaux qui participent justement de manière humanitaire à l'organisation. La semaine dernière, voilà, oui. Tout à fait, à l'organisation de convois et de matériel qui partent aux frontières ukrainiennes, peut-être même au-delà. Évidemment, on voit toute cette énergie qui est dépensée sur notre territoire national, mais aussi sur le PIO. Oui. On a toujours tendance à décliner ce magnifique territoire qu'est le PIO. Et encore une fois, on le voit bien, et notamment dans les prises de parole, et notamment dans les différents appels téléphoniques ou messages, que ce territoire n'est pas moins bien qu'un autre, et que la solidarité fonctionne, et peut-être même plus qu'ailleurs, devrais-je dire. Voilà. Alors évidemment, ça a des conséquences, je vous l'ai dit, et je m'inscris pleinement dans le fait
que la France doit accueillir un maximum et dans les meilleures conditions possibles ces Ukrainiens qui font face à une situation inacceptable. Des conséquences aussi, et on le sait, sur le prix des énergies. Je ne pense pas que ça puisse être accessoire. Ça l'est au regard de la situation humanitaire, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sont... On peut en parler. Hein. Bien sûr. Le gaz et l'essence, je pense que là... Alors, au niveau du gaz, il est vrai que la situation est assez particulière. Vous le savez, un sommet actuellement, et notamment à Versailles, durant lequel la question est véritablement posée, et à savoir si les approvisionnements de gaz doivent se poursuivre avec la Russie. Il est vrai que si on doit s'interroger, et sinon même que moralement, et à savoir si c'est une manière indirecte de financer la guerre russe, en continuant et en poursuivant l'achat de gaz russe. Il est vrai que moralement, on a vite répondu à la question. Évidemment, on ne devrait pas. Et je fais également partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas et on devrait stopper l'achat de gaz aux Russes. Mais il y a une réalité, et on ne peut pas évidemment en faire fi, c'est la situation économique qui nous contraint, et de par les décisions qui ont été prises par l'État français depuis maintenant 20, 30 ou 40 ans, nous sommes dépendants à ce niveau. Et il y a une réflexion évidemment qui est faite au sein de ce sommet qui se passe, je vous le disais, à Versailles. Il semblerait que les 27 ne soient pas sur la même longueur d'onde, quand on sait que certains pays membres de l'Union européenne sont dépendants du gaz russe à hauteur de 80%. On peut bien imaginer que ça aura des conséquences économiques. Je vais pas revenir évidemment sur le caractère inflationniste que ça porterait. À défaut d'énergie, évidemment, les prix gonfleraient, l'activité se verrait réduite, et nous pourrions, alors que nous sommes dans une croissance exceptionnelle, on le sait, 7% l'année dernière, même au-delà, nous pourrions entrer en récession assez rapidement. Alors c'est là où s'oppose justement le côté moral, je vous le disais, et le côté politique ou économique. Effectivement, ce sont des réflexions que nous devons avoir. Je ne pense pas que la réponse consiste par un oui ou par un non, ou par le fait que ça soit blanc ou noir. Et puis je pense qu'il faut aussi que l'Europe puisse donner une réponse unanime pour poursuivre justement les différentes réponses qui ont été données très rapidement de manière unanime. Et je crains que certains pays ne soient pas d'accord. Et plutôt qu'afficher au monde et surtout à Poutine le fait que l'Union européenne puisse ne pas être en tout cas que les différents pays de l'Union européenne ne soient pas du même avis, je ne pense pas que ça soit véritablement un bon signal pour l'heure à montrer à ces dictateurs. Je pense également, oui. Vous le disiez aussi, des conséquences sur l'essence. Pour finir sur le gaz, j'aimerais tout de même apporter quelques précisions. Le gouvernement français, et notamment il y a quelques mois, a décidé, autant sur le prix de l'électricité, sur le gaz, de bloquer les prix. On le sait, les prix seraient beaucoup plus importants. Il avait décidé de le faire jusqu'au 30 juin. Le ministre de l'économie a déjà dit depuis quelques semaines que le prix de l'électricité et du gaz serait bloqué jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors évidemment, ça passerait très vite, parce que pour autant que nous soyons rentrés dans un conflit qui peut durer, des réflexions sont menées. En tout cas, pour ces deux sujets, notamment l'électricité et le gaz, pour l'heure, en France, et je dis bien, il n'y a que 2 pays sur les 27 en Europe, 2 pays qui ont décidé de bloquer le prix de l'électricité et du gaz, dont la France. Et je pense que nous devons nous en féliciter, même si, encore une fois, c'est une situation endéant les 10 mois qui arrivent, qui peut rassurer les Français, mais nous devrons trouver à terme une solution différente pour arriver à ce que le prix des énergies soit maîtrisé en France. Pour l'essence aussi ? Alors, pour l'essence, c'est complètement différent. Et vous le savez, je vais vous faire une remarque qui, hier, je peux vous assurer, vous le savez, mes bureaux parlementaires sont à Villers, j'habite Villers-la-Montagne, vous savez que j'en suis maire. Qui m'aurait dit, alors quand on regarde la télé, je vais élargir le sujet, qui m'aurait dit, il y a encore quelques années, et à d'autres comme vous, comme à vos auditeurs, que nous pourrions traverser une guerre en Europe.
j'ai le souvenir, et encore il y a un mois ou un mois et demi, d'évoquer avec des citoyens de la circonscription le fait que nous ayons eu un mandat assez compliqué, qu'après la crise sociale des Gilets jaunes, nous pouvons évidemment nous attendre à des jours meilleurs. Qu'au lendemain, nous traversions cette crise sanitaire, nous en sortons tout doucement. Effectivement, l'actualité fait que nous n'en parlons plus du tout, quasiment, même si effectivement il faut être véritablement attentif. Et après ça, je vous le disais, il y a encore 3 semaines, je disais, après 2 épisodes comme ces 2 derniers, que pourrait-il arriver? Qui aurait pu nous dire, il y a encore quelques semaines, que nous serions dans une situation encore plus compliquée, où la situation sociale, même si elle s'est améliorée, il reste évidemment bon nombre de choses à faire. Tout n'est pas parfait, je l'ai déjà dit. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République sollicite un 2e mandat aussi, pour poursuivre les efforts qui sont faits. Au niveau de la crise sanitaire, on en sort, même s'il faut être prudent. Mais qui aurait pu nous dire qu'on aurait pu traverser une situation de la sorte? J'en arrive à vous dire, qui aurait pu aussi nous dire, et je l'ai observé hier, je vous disais de Villers-la-Montagne, qui aurait pu nous souligner, il y a encore 15 jours de ça, que je verrais à la pompe à essence de Villers-la-Montagne une file de 20 voitures, quand on sait que l'essence à Villers-la-Montagne et en France est moins chère qu'au Luxembourg. Si on m'avait dit ça il y a un mois, je pense que j'aurais évidemment, c'est une formule, rigolé au nez de la personne qui m'aurait sorti une chose pareille. Nous vivons des instants extraordinaires, alors pas dans le sens meilleur du terme, mais il est certain que nous sommes à un tournant, et qu'à travers ce que nous vivons là, je puis vous assurer, et je vous l'avais souligné la dernière fois, vivre une aventure extraordinaire en fonction des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Mais là, véritablement, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'en reviens sur le sujet de l'essence. On voit en tout cas qu'une réflexion est portée. Oui. Vous le savez, en ma qualité de commissaire aux finances, ces sujets sont sur la table du ministre en charge de ces sujets, notamment Olivier Dussopt. Même si l'Assemblée est fermée, les commissions, en tout cas les groupes de travail, nous sommes toujours en contact. Les textes, évidemment, ne passent plus à l'Assemblée parce que l'Assemblée nationale est fermée, mais nous continuons à travailler au sein des commissions, j'allais presque dire de manière informelle, et face à un sujet comme l'augmentation du prix de l'essence, il va sans dire que nous continuons à nous entretenir 2 fois par semaine, même 3 fois cette semaine, pour évoquer certaines pistes liées à la diminution des prix de l'essence. Il semblerait déjà que la situation soit différente. Il est toujours difficile sur des produits dont les prix sont très volatiles de pouvoir prendre une décision, parce qu'au moment où vous réfléchissez à une solution, et le temps que vous la mettiez en œuvre, la situation a tellement changé que la solution n'est plus la bonne. C'est toute la difficulté de gérer ce genre de gestion, mais il faut l'expliquer, c'est une grande difficulté, et pour autant que nous essayons d'être réactifs et au plus haut point, il nous est difficile, encore une fois, de pouvoir trouver la solution à une problématique qui, encore une fois, change d'heure en heure, et on le voit d'ailleurs. Le prix de l'essence tend à redescendre. Il est vrai qu'il y a une réflexion portée, et notamment sur les taxes réglées sur l'essence, sur la TVA, et à savoir si il ne faut pas justement la plafonner, et à savoir si sur les autres taxes, il faudrait que nous puissions agir. Des réflexions sont menées, je ne vous cacherai pas, et c'est pas une... comment dirais-je, je le dis avec un sourire, parce que la gravité de cette situation ne nous interdit pas d'en sourire. Je ne vous cacherai pas qu'en ma qualité de parlementaire, je suis parfois frustré, parce que les décisions reviennent évidemment à l'exécutif, au Premier ministre et au Président de la République de prendre ce genre de décision. Nous émettons des propositions en qualité de parlementaire, et il va sans dire que nous attendons justement des arbitrages. Mais que pour l'heure, en ma qualité de parlementaire, j'allais dire... et même en ma qualité de commissaire aux finances, il m'est difficile aujourd'hui de dire quelles seront les décisions qui seront prises par le gouvernement demain, ou du moins lundi, en début de semaine prochaine. Oui. Ce serait possible d'avoir un blocage que le carburant ait tendance à la baisse. Il semblerait que Ici en France, je parle, pas au Luxembourg, en France. Alors, c'est assez particulier. C'est le patron de Leclerc qui a dit ça. Exactement. Les prix du carburant en France, en tout cas, tendent à baisser, alors que dans d'autres pays européens, tendent à augmenter. Voilà.
en tout cas pour la situation et en lien avec l'essence, les conséquences liées à ce conflit, à cette guerre en Ukraine. Alors, on va parler des frontaliers. Oui, très très bien. Ça me permet de basculer et de prendre, et je pense que les auditeurs l'entendront, un léger sourire face à cette situation assez compliquée, pour autant qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle, puisque, et vous le savez, j'ai travaillé depuis bon nombre de mois, j'allais dire presque d'années, pour faire en sorte que l'ancien frontalier que je suis puisse travailler sur un sujet, si je puis me permettre, que je connais plutôt bien, ayant été 18 ans en frontalier, et d'amener par un biais différent aux différentes propositions qui avaient été émises et refusées jusqu'alors par l'Union européenne, c'est d'arriver à créer dans un premier temps un statut pour le travailleur frontalier, alors qu'il s'agisse évidemment des différents pays, des 8 pays auxquels les 8 pays limitrophes. Il ne s'agit pas que du Luxembourg, mais également de la Belgique, l'Italie, l'Espagne, Monaco d'ailleurs, ou d'autres, la Suisse. Et également de favoriser l'augmentation du télétravail et porter à 2 jours. Alors il est vrai que ça posait toujours un problème parce que on disait qu'il fallait pour ça un accord des 27. L'idée là de cette résolution européenne que j'ai eu l'occasion de porter au sein de la Commission des Affaires européennes, c'est d'avoir une approche différente et de travailler sur des accords bilatéraux, donc de trouver, comme d'ailleurs nous l'avons fait avec le Luxembourg, et il n'y a pas lieu de penser que nous ne puissions pas décliner ce travail-là avec la Belgique, avec la Suisse. Avec la Suisse, c'est un peu particulier parce que là, les accords ne se feraient pas, non seulement ce n'est pas l'Europe, mais en plus ces accords ne se feraient pas de pays à pays, mais on sait qu'elles se feraient en fonction des cantons. Canton de Genève et canton de Vaud. Donc ça serait une particularité, mais il n'y a pas lieu de penser que nous ne puissions pas trouver une solution pour augmenter le nombre de jours de télétravail proposés, tant au niveau fiscal, parce que ça a été fait et maintes fois, on le sait, en tout cas avec le Luxembourg, il a été poussé jusqu'au 31 mars, il va sans dire que, en tout cas au 31 mars, assurément, la probabilité que au niveau fiscal, le télétravail soit reconduit comme il l'a été en période sanitaire, soit reconduit jusqu'au 30 juin. Jusqu'alors, le Luxembourg et la France n'a pas dénoncé l'accord qui a été passé jusqu'au 30 juin, donc ça devrait être reconduit, et je dis bien devrait, j'utilise le conditionnel, parce que à tout moment le Luxembourg ou la France peut dénoncer ce qui avait été décidé, donc de porter le nombre de jours de télétravail au niveau fiscal de manière illimitée. Mais nous devons, et au-delà, parce que la situation sanitaire semble aller mieux, et nous devons trouver des solutions. Au niveau fiscal, on a pu le voir, et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas trouver aussi au niveau social, et notamment au niveau de la sécurité sociale, un accord. C'est la raison pour laquelle j'avais porté cette résolution européenne auprès de la Commission des Affaires européennes, qui l'avait validée il y a 1 mois et demi. C'était un préalable nécessaire pour que cette résolution puisse être validée par le Parlement français, chose qui a été faite hier, c'est la 2e étape. Et évidemment, je m'en réjouis, parce que c'est du travail qui, petit à petit, porte ses fruits. Ça serait vous mentir si je vous disais que la 3e étape n'était pas capitale. Pour autant que la première soit passée au sein de la Commission des Affaires européennes, que la 2e, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale l'ait validée hier, c'est parfait. La 3e étape maintenant, c'est elle prend cette résolution, le chemin du Parlement européen. Je ne vous cacherai pas que je pensais bien que cette résolution puisse être examinée en déant les 12 à 18 mois au sein du Parlement. Il va sans dire que la situation particulière que nous traversons en lien avec cette Europe, et cette construction de l'Europe, cette vision de l'Europe qui a changé, j'allais dire qui va changer, qui a déjà changé. On en parlait tout à l'heure, et notamment en lien avec la guerre en Ukraine, et sur cette volonté affichée. La question est véritablement de savoir si les 27 seront encore dans quelques semaines, dans quelques mois sur la même longueur d'onde, mais d'apporter une vision différente, et notamment sur une défense européenne. J'imagine bien, et je vous disais, je caressais l'espoir que ça puisse prendre entre 12 et 18 mois pour que cette résolution puisse parler au Parlement européen. Les sujets qui sont devant nous au niveau européen m'invitent à penser que ça prendra plus de temps. Mais en guise de clin d'œil, j'aurais presque envie de dire que quel que soit ce qui se passera au mois d'avril
et notamment au niveau, je fais référence aux élections présidentielles, quel que soit ce qui pourra arriver au mois de juin, et je fais référence aux élections législatives, je veillerai, en ma qualité de parlementaire ou d'ancien parlementaire, on verra ce qui se passe, à ce que cette résolution, pour autant que le travail ait été fait, qu'une commission l'ait validée, que le Parlement, que l'Assemblée nationale l'ait validée, je veillerai à faire en sorte que cette résolution puisse arriver à son terme et faire en sorte que les frontaliers, autant du coin qu'ailleurs, puissent obtenir un véritable statut des frontaliers. Je vous l'ai dit, 1,5 million de frontaliers en Europe, donc c'est pas rien. C'est encore moins rien sur notre territoire. On sait que nous sommes quasiment le territoire où nous comptons le plus de frontaliers sur l'ensemble du territoire européen. Et je veillerai donc à ce que l'Europe puisse valider et ce statut et la possibilité de télétravailler plus facilement et plus largement. Alors, avant que nous ne prenions le micro là tout à l'heure, vous me parliez de Saint-Marc. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est, j'allais dire, dans le florilège des bonnes nouvelles. Ça fait du bien, à travers les informations que nous avons, effectivement. Et j'avais eu l'occasion de vous l'évoquer la dernière fois et d'avoir été sollicité par les parents d'enfants en situation de handicap avec une problématique concernant le financement de la scolarisation de ces enfants et notamment d'une interpellation d'à peu près 80 familles du secteur qui m'ont interpellé et pour trouver des solutions quant au financement. Il y avait un accord qui était passé entre cette école et l'État français quant au financement. Il est vrai que la France était à défaut de place, et on le sait depuis très longtemps. Depuis très longtemps, hein, je ne veux pas évidemment donner là. Il est vrai qu'en France, la situation s'est améliorée. Il manque encore des places. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne m'interdis pas de dire des vérités. La situation s'est fortement améliorée. Et c'est la raison pour laquelle la France s'interrogeait et à savoir si le nombre de places en France ne suffisait pas pour que ces enfants puissent réintégrer des écoles françaises. J'ai parfaitement compris l'appel de ces parents qui évoquaient, et de manière tout à fait légitime, le fait qu'à défaut de place pendant 10 ou 15 ans en France, avec une scolarisation qui s'est faite du côté belge, ne devait pas aujourd'hui, parce que la France a amélioré ses conditions, devoir contraindre ses enfants maintenant à revenir en France. Ce sont des enfants qui sont dans une situation de handicap, avec une organisation particulière, et il ne faudrait pas, après 2 ou 3 ou 4 ou 5 années de scolarisation du côté belge, devoir imposer ces familles et ces enfants de revenir en France. Donc c'est évidemment le discours que j'ai porté auprès de la ministre en question, et nous avons eu la réponse 3 semaines plus tard. La France s'est engagée, en tout cas, à participer et à continuer à contribuer au financement de cette scolarisation. Je ne vous cacherai pas que la réponse, évidemment, est satisfaisante. Je pourrais vous dire qu'elle aurait pu être très satisfaisante si on m'avait donné des montants. Je ne les ai pas, et c'est la raison pour laquelle je reste... justement vous poser la question. Et c'est la raison pour laquelle je reste attentif, parce que pour autant que l'État, comme il en avait pris initialement l'engagement, puisse poursuivre le remboursement de cette scolarisation, ça a été dit, et je veillerai évidemment à ce que ces remboursements soient à la hauteur de ce qui a été fait, c'est-à-dire intégralement, ou quasiment. Voilà. Combien d'enfants on a Il y avait 84 ou 85 familles. Oui. L'ARS a décidé de rencontrer l'ensemble de ces familles, pensant, et je trouve aussi là, de manière légitime, que si la France est aujourd'hui en mesure de pouvoir accueillir des enfants, j'ai aussi rencontré des familles qui, à contrario, m'ont évoqué la proximité de certaines écoles et souhaitaient, quant à elles, ces familles, proposer de revenir du côté français. Et c'est la raison pour laquelle l'ARS, l'Agence régionale de santé, a décidé de rencontrer l'ensemble des familles, de comprendre que certaines familles souhaitaient que leurs enfants puissent rester scolarisés à l'école de Saint-Marc, donc en Belgique, à côté de Virton, mais que d'autres, évidemment, ont fait aussi le choix d'un retour à la rentrée prochaine, d'une scolarisation en France. Dans l'ensemble, ont été répertoriées, je ne suis pas certain, entre 85 et 88 familles. D'accord. Voilà. Mais certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne voulaient pas participer non plus à la requête proposée. Donc, entre 80 et 90 enfants et familles concernées. Ce sont des familles frontalières. Ce sont des familles frontalières. C'est également un des sujets qui était évoqué, et notamment en lien avec la loi que nous avions eu l'occasion de voter. Et il y avait dans les textes, et c'est un argument que j'avais aussi
évidemment mis en avant auprès de la ministre était évoquer la proximité, c'est-à-dire de créer des places au plus près des familles ayant des enfants en situation de handicap. Force est de constater que pour bon nombre de familles concernées, donc des familles du secteur, pour autant que vous puissiez habiter Longuevillon, et même sur le secteur de Longwy d'ailleurs, Saint-Marc reste une solution de proximité. Et à l'heure, permettez-moi de faire un lien avec ce que nous évoquions en propos liminaires, et notamment sur la guerre, et notamment sur l'Europe, à l'heure où nous parlons d'Europe, d'une Europe unie, où les 27 se mettent d'accord pour trouver des solutions dans un pays, je ne vais pas dire si lointain que ça, qui est juste à côté de nous, l'Ukraine, en prenant des décisions telles qu'elles viennent de les prendre, il n'y a véritablement pas lieu de penser que la France et la Belgique ne puissent pas trouver un accord, imaginez, pour que certains enfants français puissent poursuivre leur scolarité et trouver un accord au niveau financier, fût-il important ou pas. Ça reste quelque chose d'important. Et là, même à petite échelle, si je puis dire, même si je ne considère pas évidemment que le financement de la scolarisation d'enfants en situation de handicap soit un petit sujet pour les familles, c'était un gros problème. Et quand on voit justement cette approche européenne, semblerait que là, on ait un cas bien spécifique sur nos yeux, et c'est là où on voit que l'Europe doit prendre tout son sens. Et on avait véritablement cet exemple-là sous nos yeux que nous devions évidemment régler. Moi j'ai une petite question. Monsieur le député, en tant qu'ancien maire de Villers-la-Montagne, vous pensez quoi du doublement de la taxe, du projet du doublement de taxe des ordures ménagères? C'est pas un piège, hein? Sur la cale, ouais. Non, du tout. Je pensais bien que vous alliez évoquer la situation de la cale qui est assez particulière en ce moment, et notamment depuis hier. Vous savez, j'ai pu lire autant dans les journaux que cette taxe allait être augmentée. Je vais évidemment pas utiliser la langue de bois, vous savez que ce n'est pas du tout mon genre. Mais pour autant que parfois on puisse me reprocher de ne pas m'immiscer dans des sujets, ou pouvoir me dire que je ne participe pas à des sujets ou des décisions liées à la situation locale. L'idée, c'est pas véritablement de prendre de la hauteur ou de pouvoir considérer que je suis au-dessus de tout le monde. Mais pour autant, très souvent, je le dis, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas agir sur certains sujets locaux parce que je n'ai pas mandat pour ça. Je n'ai pas, non seulement, entre guillemets, le pouvoir décisionnel de le faire, de prendre des décisions, encore moins de budget. Donc il m'est bien difficile aujourd'hui de porter une critique sur la manière dont la cale, à laquelle je ne participe pas. Maintenant, vous avez placé la question sur un biais assez particulier, et je l'ai bien entendu. Et j'imagine bien que vous l'avez fait volontairement. Vous m'avez dit en tant qu'ancien maire de Villers-la-Montagne. Et comme je vous l'ai déjà dit à 3 reprises, je ne m'interdis pas de dire des vérités. Et que la meilleure des choses pour prendre une décision, c'est d'être empathique, je vous l'ai déjà dit. Alors, si on repose la question, si je me permets peut-être de reformuler votre question, et à savoir, qu'aurais-je pensé si j'avais été encore maire de Villers-la-Montagne? Oui, parce que vous doutez bien que ça va impacter tous les gens du secteur, quoi. Bien sûr. Déjà à l'époque, quand je me suis présenté à Villers, et avant même d'être maire, je me battais, et notamment pour cette manière de comptabiliser, de facturer, et notamment sur la valeur locative, le prix des ordures ménagères. Considérant que vous pouvez habiter une très grande maison, et on avait des cas bien spécifiques, et d'ailleurs sur le secteur, vous pouvez habiter une très grosse maison, et pour autant n'être qu'une personne à vivre en son sein, avoir, et pourquoi pas, parce que vous pouvez être propriétaire d'une grande maison, mais être âgé, ne pas avoir de forts revenus, en plus être peut-être un peu plus éco-citoyen que quelqu'un d'autre, et faire en sorte que votre poubelle soit à moitié remplie, et pourtant vous étiez doublement impacté par le fait que votre valeur locative supposait que vous payiez plus de taxes ménagères. Je trouve que ce principe-là, je trouve qu'il n'est pas juste, c'est une injustice complète, et qu'on devrait trouver une solution différente. Donc déjà à l'époque, j'avais évidemment évoqué le fait que cette manière de calculer soit problématique. Maintenant, force est de constater que pour ceux qui gèrent le budget des ordures ménagères, on sait très bien que ça coûte très cher. On est aussi, et je ne connais pas exactement la situation, et à savoir si la cale, si les frais liés aux dépôts sauvages sont impactés
par la cale, parce que force est de constater qu'on est sur un territoire particulier, Bien je sûr. reviens toujours à dire la même chose, où nous avons des voisins qui payent une taxe au poids, et qui, de fait, ou des entreprises aussi voisines, étrangères, qui n'ont aucun scrupule à venir déposer, j'allais dire, leur saloperie, pour ne pas dire autre chose, sur notre territoire. Donc, à savoir, c'est effectivement, ces frais sont impactés dans les budgets locaux, qui supposent évidemment une augmentation particulière. C'est la raison, et j'en fais un pont, pour laquelle je défends toujours l'idée que sur des territoires particuliers, il nous faut des dispositions particulières, parce que si tel devait être le cas, force est de constater que la proximité des frontières nous invite à avoir un surcoût qui ne devrait pas être impacté sur la facture des contribuables locaux. Je ne connais pas les chiffres, donc il m'est difficile de faire un commentaire précis, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Mais je sais que ça va faire peur. Hein. Mais c'est une situation que vous avez connue quand vous étiez maire à Villers-la-Montagne, sur la zone industrielle. Tout à fait. Que vous avez réglée. J'avais eu l'occasion de régler, effectivement, mais je pense qu'il en va de la responsabilité des maires, et de faire en sorte, c'est pas toujours facile, j'imagine bien que la personne en charge de ces sujets doit être largement sollicitée. On le voit en tout cas, nous ne sommes pas, et sans critique particulière, en lien avec la communauté d'agglomération de Longwy. Nous ne sommes pas non plus les seuls c'est pas la seule communauté d'agglomération ou la seule communauté de communes à jouxter les frontières luxembourgeoises. Force est de constater que sur d'autres bassins, et notamment j'ai l'occasion de m'entretenir sur le bassin mosellan, où ces situations, où ces problématiques ont été réglées, on va dire en partie, en adaptant, en y mettant des caméras et autres, et en adaptant en fait le territoire pour ne pas que ces dépôts sauvages puissent être effectués. Il appartient ensuite évidemment à la CAL et à ses représentants de prendre les bonnes décisions. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'en prend pas ou qu'elles ne sont pas bonnes, mais force est de constater qu'il y a des situations meilleures sur des communautés d'agglomération qui jouxtent également les frontières voisines et qui ne sont pas aussi impactés par ces dépôts sauvages. Donc peut-être devrait-il s'en inspirer. Mais je pense pour ça qu'il y a un outil formidable, c'est le pôle métropolitain, qui donne l'occasion à l'ensemble des présidents des différentes communautés d'agglomération et de communautés de communes de se réunir et peut-être là de trouver une solution qui pourrait s'appliquer sur l'ensemble des 9 comme. Je me souviens dans certaines saloperies, ils avaient même trouvé l'adresse d'une entreprise d'Anvers. Donc, pour vous dire, quoi. Sûrement. Moi, j'ai le souvenir, lorsque je fus maire, vous l'évoquiez tout à l'heure, évidemment, de fouiller. Parce qu'il n'y a pas lieu de... Voilà, et on peut voir parfois, et on peut retrouver, évidemment, même parfois, des courriers avec des noms particuliers. Les vrais pollueurs ne sont pas les vrais payeurs. Je pense qu'en cela, il en va aussi de la responsabilité. Bon, c'est un boulot assez fastidieux, c'est pas très, très agréable. Je pense qu'il faut reporter plainte à chaque fois. Je pense que les maires le font, mais je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de contester, d'aller. Moi, j'ai le souvenir d'avoir appelé même des entreprises qui étaient venues déposer et pour lesquelles on avait retrouvé des documents, non pas en les menaçant, parce que on ne doit pas être menaçant quand on est maire, mais en tout cas en tenant le discours qui faisait que l'entreprise pouvait recevoir une amende. Pouvait revenir en tout cas chercher ses saloperies. Je ne suis pas en train de dire que j'étais mieux que quelqu'un d'autre, parce que le ton s'est fortement durci, et quand on voit justement la défiance à l'égard des élus, alors fussent-ils ces gens qui déposent des saloperies sur nos territoires, devenir de plus en plus, comment dirais-je, menaçants, je pense aussi qu'il faut savoir raison garder et que le maire, évidemment, même s'il doit faire la police sur son territoire, doit aussi prendre toutes les précautions nécessaires. Je n'évoque là aucune critique particulière vis-à-vis des maires locaux. Qu'est-ce que vous pensez un peu des terrains de la ville de Saône qui a été vendu à des luxembourgeois? Alors, oui, où il va y avoir un dépôt d'ordures, c'est sûr. Hein. Vous parlez de quel terrain, Jackie? Les terrains qui sont au-dessus de Saône, où il y a un terrain de foot, la commune de Saône a vendu, je crois que c'est 100 hectares au Luxembourg. Encore une fois, sans langue de bois aucune. Non, et il appartient là, et encore moins dans mon mandat, de faire un commentaire sur la gestion. Je me suis toujours gardé, depuis bientôt 5 ans, je vous disais tout à l'heure, on me reproche ça et là de ne pas intervenir
sur le choix de décisions locales. Mais Voilà, c'est pas du tout, moi je ne suis pas là pour m'immiscer dans la gestion des communes, mais bel et bien, quand je suis sollicité, d'apporter tous les financements nécessaires et d'apporter, en tout cas, toutes les connaissances ou toutes les portes ouvertes ou tout le réseau nécessaire pour que d'aucune commune puisse bénéficier d'un maximum de subventions. Quant au choix ensuite des projets, il ne m'appartient pas d'en décider. Et pour autant que le maire de Saône, que je connais très très bien, avec qui je m'entends, c'est un ami, avec lequel je m'entends très très bien, libre et par décision du conseil municipal de prendre les décisions que le conseil municipal a pris, et je n'ai là, à travers ça, aucune décision, ou en tout cas qu'ils à faire. Ça leur appartient, et il ne m'appartient pas, moi, en ma qualité de parlementaire, de faire un commentaire. C'est une question comme ça, parce qu'on parle de pollution. J'avais découvert quand même à Moulins, il y a une paire d'années, 500 tonnes, qui avaient été versées par le transport belge Jost, qui ont été condamnés par la suite. Alors, est-ce que ça sera... Pour l'instant, c'est au tribunal, mais ça fait des années que ça dure, quoi. Et il y avait 500 tonnes de vidés, où il y avait l'ancien crassier, là, des Smirnoff qui vidaient, là. Il y en aura d'autres, hein. Oui, il en a encore d'autres. J'avais donné ça à M. Marteau, donc il s'en était occupé. C'est moi qui avais découvert le truc, quoi. C'est pas normal qu'on pollue. Partout où je vais dans les bois, je vais marcher, on trouve partout des pneus, des matelas. Ah ben oui, malheureusement, oui. On donne des matelas à la nature alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de matelas pour dormir. Effectivement, effectivement. Effectivement. C'est pas une question... je voulais pas vous blesser avec la question du terrain de Saône, hein, pas du tout. Hein. Ah non, je le vois pas de la sorte. Je comprends en fait que ça soit un questionnement. Oui, mais je pense que la réponse... c'est pas de votre ressort. Monsieur le maire de Saône et ses conseillers municipaux pourront vous donner la réponse et justement justifier du choix qui a pu être fait. Mais encore une fois... il ne m'appartient pas de pouvoir commenter les décisions des conseils municipaux. Hein. C'est pas mon rôle. Et, Adrien Zolfo me disait, le maire de Saône, que c'est sur une bonne voie. Il n'y aura pas d'ordures de déposer. Bon. Non, parce que les gens, ils achètent le terrain aussi pour éviter des décharges aussi, des fois. Il y a ça aussi. Hein. Ouais, ça coûte très cher, les décharges. Hein. Mais les Luxembourgeois ont les moyens, Jackie. Je pense qu'il faut faire confiance, aux élus. Il n'y a pas de raison de penser, et là je fais un commentaire évidemment avec un clin d'œil, que pour autant... que monsieur le maire de Saône puisse se nommer monsieur Zolfo, je pense qu'il faut lui faire confiance et qu'il agit très probablement dans l'intérêt de ses administrés. Oui, Adrien, il est... Et je le dis sans ironie aucune. Non. Je reviens sur un sujet, là, parce qu'en France, on parle de... Il va nous piquer notre métier, hein, Jackie, hein, de pouvoir accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Oui. On va les mettre où? Chez toi, Jackie? Bah, j'ai déjà 2 familles chez moi. J'ai appris 2 familles chez moi, j'en ai 2, les familles. Mais alors, sur les chiffres, on peut... C'est des chiffres qu'on parle. On peut évidemment en discuter. Moi, je n'ai pas les mêmes chiffres. C'est la radio, hein, c'est pas... Alors, pour autant, pour autant que vous puissiez m'interroger, que je sois sous les ondes d'une radio, il m'est difficile de pouvoir critiquer l'information. Je ne suis pas certain que nous puissions aujourd'hui savoir s'il s'agit simplement de 100 000, ça pourrait être moins. Et moi, je vous fais même le pari que ça pourrait être bien plus. Donc il m'est difficile de pouvoir faire un commentaire à ce niveau-là. Je pense que les services de l'État s'organisent. Je pense que les moyens seront donnés. Oui, et je pense que... Pourquoi parce que les Français, ils sont favorables. Et je pense que dans cette perspective-là, il est beaucoup plus facile de s'organiser avec l'aval des Français que quand ça n'est pas, ce qui est bien normal. Ce qui est tout à fait il y a une belle solidarité. Hein. Il y a une belle solidarité. Il faut espérer qu'elle se poursuive, parce que très très souvent, et vous le savez, on peut le vérifier pour d'autres sujets. Avec le temps. Sur les catastrophes naturelles, Notre-Dame, il y a dans les jours et semaines qui suivent un élan formidable. Mais parfois qui se casse, ou parfois des engagements qui sont pris autant par des associations, des entreprises et des particuliers, qui en main d'une décision ou d'une annonce d'aide ne se traduit pas dans les faits. Et il faut espérer là. Alors, ce qui est dramatique, c'est que cet élan, il se poursuivra au moins autant que la guerre se poursuive. C'est bien ça qui est dramatique. Et puis on est en train de s'enliser là. Oui. Par contre, alors, monsieur le député, je voudrais revenir sur un truc. Vous parliez tout à l'heure que l'État, les préfectures, donc, commencent à dégorger au niveau des réfugiés, au niveau papier. Et c'est vrai, j'en suis témoin, puisqu'il y a une famille qui est arrivée à Villerue, donc
Jérôme me disait, sa belle-mère, je lui dis, t'envoies un truc à la préfecture, il a envoyé un mail dans l'heure qui suivait. Je suivais un document à remplir par mail à renvoyer. Donc c'est assez rapide. Oui. Effectivement, on en reçoit parce que Oui. c'est très bien, j'allais presque dire que ma collaboratrice parlementaire qui est juste à côté de moi doit évidemment, je ne l'avais pas encore regardé, mais sourire, parce que pour autant que cette personne ait contacté directement la préfecture, C'est moi qui l'ai fait sourire. en principe, les personnes passent, en tout cas pour beaucoup, Mais là, il est par actif. mes bureaux parlementaires, et Voilà. c'est bien normal. On reçoit, d'ailleurs, on reçoit même des marchandises, et d'ailleurs, je le dis, il y a des associations pour ça, justement, ou des collectifs qui se réunissent, et notamment sur le territoire, pour recevoir ou des marchandises et autres, parce qu'en plus, l'idée, c'est de ne pas accepter n'importe quoi, parce qu'il y a des besoins réels, et comme il y a d'autres choses qu'il ne faut pas, mais on reçoit énormément de coups de fil, et notamment autant sur l'accueil que sur les papiers. En fonction du fait qu'il y ait un visa, pas de visa, qu'il y ait un passeport ou pas de passeport, en fonction qu'il y ait des enfants, de quel âge, et surtout des personnes en situation de travailler. J'en ai, je vous le disais, j'ai reçu quelques coups de fil, je ne vais pas vous dire 50, mais où j'ai pu échanger avec un entrepreneur du PIO, voisin, qui me proposait justement qui pouvait embaucher des personnes venant d'Ukraine. Nous avons fait remonter à la préfecture parce qu'après l'accueil, évidemment, il faut trouver une situation au niveau du logement, au niveau administratif et des papiers. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer à ces personnes du travail. Ah oui, hein. Et quand on voit, et j'en fais un lien, quand on voit que certaines entreprises locales ne trouvent pas, malgré la situation, et que vous connaissez au niveau du chômage, même si c'est une parenthèse et ça permet de le souligner, il n'a jamais été aussi bas, si les chiffres n'ont jamais été aussi bas au niveau du chômage, il y a et encore bon nombre d'entrepreneurs locaux qui ont bien du mal à embaucher sur des secteurs bien particuliers et qui proposent justement et qui souhaiteraient proposer à ces personnes ukrainiennes du travail. On a eu l'occasion de remonter ces informations-là en préfecture. J'imagine bien que mes collègues sur l'ensemble des territoires français ont fait la même chose que moi pour améliorer, en tout cas de booster, parce qu'évidemment, il y a une demande. Donc il y a évidemment une réponse à attendre, et pour autant que nous ne soyons pas en mesure de donner réponse, parce que la préfecture, qui évidemment doit communiquer en fonction de l'aval que les différents ministères vont donner au ministère du Travail, évidemment, on voit bien que ça a bien avancé et que nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir donner les différents protocoles, autant administratifs que d'hébergement, donc au niveau social, même au niveau des aides sociales, pour autant que ces personnes soient sur le territoire. Donc c'est le côté administratif, le côté hébergement, le côté aide sociale et travail. Par contre, on avance. J'ai été sollicité comme interprète parce que je parle la langue, et les gens qui hébergeaient ou qui voulaient héberger me demandaient s'ils ne pouvaient pas être accusés d'hébergement de personnes en situation irrégulière, comme le code il le dit. Hein. Alors j'ai dit non, dans ce cas-là, c'est une situation bien spéciale, hein, donc vous n'êtes pas accusé d'aide à l'hébergement. Hein. Non, ça n'a jamais, en tout cas, été évoqué. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ce. Non, mais c'est des gens qui me demandaient. Moi, je connais cette affaire parce que je travaillais là-dedans avec la PAF. Donc, je connais comment ça se passe. Et je dis non, ça, c'est une situation bien spéciale. Vous inscrivez en préfecture parce qu'il faut s'inscrire. Ils ont tous un passeport. Hein, tous, en principe, tous. Toutes les familles que j'ai à Villeruy, ils ont les passeports. Hein. Mais je vais vous faire un commentaire. Et c'est bien légitime qu'on puisse se poser la question et à savoir si on n'hébergerait pas des personnes de manière illégale. Mais pour autant qu'il n'y ait pas de cadre, c'est assez nouveau. On pourrait aussi rétorquer à l'inverse. Non-assistance. Je l'ai noté, de non-assistance à personne en danger. C'est ce que j'ai dit. On ferait quoi? On ne fait rien parce qu'on pourrait être pénalisé si on les accueille ou ne pas être pénalisé si on ne les accueille pas. Je pense que la situation est humanitaire et les images à la télé nous invitent évidemment, pour ceux qui veulent accueillir ces personnes en grande difficulté, de les accueillir. Et je reste même convaincu que l'État ne portera pas plainte ou n'ira pas trouver les moises ou les pouces sur la tête, vous m'excuserez, de certains des personnes. Bien sûr, français qui accueillent ces personnes. Tout le discours porté par l'exécutif et par le président de la République va dans le sens inverse. Donc il n'y a pas lieu de penser que certaines personnes puissent être embêtées. Oui. La loi était comme ça. Alors, le temps avance. Il reste 10 minutes.
On va vite parler du gaz pour les résidences canadiennes. Ah ben encore une bonne nouvelle. Alors, parce voilà. que c'est bien. Vous voyez, je vous proposais la dernière fois de venir assez régulièrement. Ça permet justement d'avancer sur les sujets et de voir l'état, faire des points d'étape sur les différents dossiers. J'avais eu l'occasion de le dire, j'avais été alerté par le syndic de la résidence canadienne, donc à Longuevillon, 1200 personnes, 418 foyers, qui ne rentraient pas en fait dans le dispositif d'aide aux énergies, dans la mesure où, et vous le savez, ces aides apportées aux contribuables ou aux foyers fiscaux se faisaient justement en fonction du foyer fiscal. Or, la gestion du chauffage, et notamment à la résidence canadienne, se fait par le syndic. Donc il y a une répartition des frais qui se fait en fonction des appartements, de la surface des appartements. Donc de fait, ces aides, aucun résident de cette résidence canadienne ne pouvait prétendre en toucher, sachant que ce sont des charges. C'était une grande difficulté. Et donc le syndic m'avait interpellé au début du mois de janvier, m'a adressé un courrier. Au lendemain, je vous dirais 3 jours plus tard, un courrier est parti au ministère faisant mention de cette problématique et en disant qu'effectivement, nous avions voté dans le dernier projet de loi de finances 2022 des aides apportées aux contribuables sur l'augmentation de ces énergies, pour y contribuer en tout cas en partie sur l'augmentation de ces énergies, mais il y a des cas bien spécifiques de syndics et donc des familles qui ne sont pas concernées et donc qui devront à travers leurs charges payer là dans ce cas-là entre 85 et 135 euros par mois supplémentaires. D'accord. Donc il s'agissait de millions d'euros que évidemment le syndic, en tout cas que les particuliers ne touchaient pas et que le syndic par ses frais allait devoir verser en augmentation du prix du gaz. J'ai eu l'occasion d'aller sur place, d'interpeller la ministre et j'associe. Parce qu'il ne faut pas s'interdire de le dire. Madame la sénatrice, qui a été conviée la semaine suivante, a été également interpellée par les membres du syndic, et c'est bien normal, a eu l'occasion de poser la question au gouvernement, qui a répondu effectivement que j'avais déjà interpellé, mais dans ces cas bien précis, on est plus fort quand on est plus nombreux. Et force est de constater que les 2 parlementaires locaux ont fait le nécessaire pour que le Premier ministre puisse prendre en considération ces cas bien spécifiques. Je vous avouerai, faisant partie de la majorité et étant en étroite collaboration avec l'un des collaborateurs directs, parce qu'il faisait partie de la commission des finances, pour dire vrai, et à savoir ce qu'il en était et combien de syndics de la sorte étaient concernés. Il semblerait qu'il y en ait 47 en France, et il m'assurait, et sans conteste, ça a été dit, non pas pour me faire plaisir, que nous étions justement les premiers à interpeller le Premier ministre, pour lui faire part de cet angle mort, parce que, et qui concernait cette résidence canadienne. Des arbitrages ont eu lieu, et notamment à Matignon, et il y a maintenant 1 mois, le Premier ministre annonçait que ce genre de syndic verrait, et en fonction justement du nombre de foyers fiscaux, et de la composition des foyers, donc c'est un boulot assez fastidieux, que l'État verserait donc aux syndics les aides en fonction justement des résidents et de la situation fiscale des résidents en faisant partie. Donc une bonne nouvelle. Là aussi, je vous le disais tout à l'heure, concernant Saint-Marc, c'est un accord du gouvernement. Donc le gouvernement paiera. À savoir combien, on n'a toujours pas la réponse. C'est normal parce que, je vous le disais, il va falloir savoir combien d'enfants vont rester du côté belge et combien vont retourner en France. En fonction de ça, le montant sera différent. C'est exactement la même chose pour la résidence canadienne. Pour autant que l'État ait décidé de prendre en compte ces frais-là, reste à savoir à quelle hauteur. Et j'imagine bien que le président du syndic qui m'entend peut-être là, évidemment, doit en sourire parce que j'ai eu l'occasion de le souligner. Reste à savoir à quelle hauteur. Et ça, évidemment, je resterai attentif pour que ça soit le maximum du montant, en tout cas qui puisse correspondre à la somme de ce que chaque foyer aurait touché si d'aventure le calcul aurait été fait de manière individuelle. Bon, eh ben, on va terminer parce que bientôt c'est l'heure, mais on va encore parler des mines. Tout à fait. Hein ? C'est encore un sujet qu'on avait eu l'occasion de parler la dernière fois. Mais... L'occasion d'évoquer. Finalement, c'est un sujet très local, avec une situation bien difficile. On sait que le code minier n'a pas été réformé depuis belle lurette, depuis des décennies maintenant. C'est un sujet qui est assez compliqué.
sur lesquels je me suis attelé en ma qualité de député de la 3e circonscription. Vous savez, on compte bon nombre d'anciennes mines sur le territoire. J'ai rencontré des associations en grande difficulté, et notamment autant sur le financement des voiries dans les communes concernées. On parle aussi du système de retraite, qui est assez particulier, et on le sait très très bien. Le gouvernement, depuis 20, 30 ans maintenant, me semble, fait fi de ces sujets. Vous le savez, je me suis souvent présenté de la sorte. Je me sens comme, non pas obligé, mais dirais-je honoré de pouvoir souligner que je suis un petit-fils de mineur, d'arrière-petit-fils de mineur, et que c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur. Et quand on voit les différents gouvernements successifs, je nuancerai celui-ci, mais pour autant, il ne me semble pas avoir fait quand même le boulot. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'interdis pas de dire des vérités, même si je soutiens ce gouvernement sur le sujet des mines, je trouve qu'il est bien en deçà de ce qu'il pourrait apporter au regard de ce que les mineurs ont pu apporter en son temps et qui ont contribué largement à faire la grandeur de la France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle je m'attelle assez régulièrement à rencontrer d'anciens mineurs. Je les ai rencontrés, je me suis rendu chez eux, parce qu'ils sont plutôt jeunes, très très souvent pas en très très bonne santé, je les salue en tout cas s'ils m'écoutent, et de pouvoir faire en sorte d'améliorer ces conditions et de faire en sorte que l'État puisse contribuer de manière financière, de reconnaître aussi les maladies, comme ça a été fait, et notamment du côté mosellan. Il n'y a pas de raison de penser qu'en Meurthe-et-Moselle, on soit moins bien qu'en Moselle. Et pour ça, j'ai eu l'occasion, à défaut d'avoir des réponses directes du gouvernement, de déposer et de travailler donc, même sur le tard, parce que je pensais tout de même qu'avant la fin de mon mandat, que le gouvernement prendrait, certes, on entend que certaines décisions vont être prises par décret, mais ce n'est pas suffisant parce que je connais des décrets qui sont pris. Je pense que ce n'est pas suffisant. Et pour autant que j'en avais pris l'engagement, après mes nombreuses rencontres avec les différents anciens mineurs, je vous disais, je trouve que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler dans mon coin, si je puis dire, en émettant une proposition de loi que j'ai soumise il y a quelques jours de cela. J'ai espéré jusqu'au bout que j'obtiendrai plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas parfait. J'aimerais pouvoir en faire encore plus. J'aimerais qu'on puisse m'écouter plus largement sur ce dossier. Non pas que je fasse mon mea culpa, parce que je pense avoir essayé de frapper à toutes les portes, mais d'obtenir un maximum. Force est de constater que si depuis 30 ans, rien n'a bougé, je le souligne, parce qu'on m'en fait souvent la critique. C'est une question de financement. Et pour ceux qui me disent vous n'avez pas obtenu grand-chose pour les mineurs, je rétorque, et sans vouloir critiquer qui que ce soit, mais je le rappelle tout de même, quand on sait que localement, on a eu, et que c'est qu'une question d'argent, on a eu sur le territoire un ministre chargé du budget, assis tous les mercredis en face du président de la République, qui avait tous les moyens là de pouvoir aller auprès du ministère et même d'avoir la main et d'apporter des financements nécessaires pour améliorer les conditions des anciens mineurs. Il ne l'a pas obtenu. Je ne me cache pas derrière cette remarque-là pour dire que j'en ai pas obtenu plus. Mais en tout cas, non pas que je me satisfasse, mais je me réjouis, oui, d'aller au-delà de ce que le gouvernement m'a proposé, c'est-à-dire pas grand-chose, pour porter cette proposition de loi que j'ai soumise à d'autres collègues. 14 ont décidé de la co-signer. C'est l'assurance qu'elle puisse être examinée lors de la prochaine mandature. On verra. On verra. En tout cas, je pense, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et que pour autant, sur bon nombre de sujets, vous disiez tout à l'heure, j'ai que des bonnes nouvelles. Non, pas que, mais c'est ce qui m'anime. Et pour autant que ce sujet-là ne soit pas clos, ça m'invite à penser que le travail n'est pas terminé. Mais le régime minier avait un système d'assurance sociale à part. C'était ça. Tout à fait. Mais l'État s'était engagé à reprendre évidemment les concessions. Et force est de constater que les budgets s'amenuisent. Alors certes, on a de moins en moins de mineurs, mais je pense que pour autant que nous ayons de moins en moins de mineurs, je pense que la considération devrait être encore plus grande. Eh bien, on va se quitter. Merci à vous.